Mon fils de 6 ans s'est effondré à l'école, selon les dires des enseignants, à cause d'une grave déshydratation. Je me suis précipitée à l'hôpital, mais la famille de mon mari a bloqué la porte de l'USI à mon arrivée. Son père a ricané, « Tu n'as pas le droit de le voir. Nous sommes sa vraie famille. » Ma belle-mère a ajouté, « Tu ne mérites pas d'être près de lui. » Mon mari, qui se tenait là, a hoché la tête en signe d'accord, « Ils ont raison. Reste à l'écart. » Ma belle-sœur m'a repoussée. Certaines mères ne sont tout simplement pas indispensables. Ma tante m'a attrapé les cheveux. Dégage avant qu'on ne t'y force. J'ai sorti mon téléphone et passé un seul appel à l'administration de l'hôpital. 30 minutes plus tard, la sécurité les traînait tous dehors, tandis qu'ils hurlaient et se lamentaient. J'ai finalement pu entrer dans la chambre de mon fils. Il était faible et pâle, couvert de tubes. Quand il m'a vu, il a commencé à pleurer. Ce que mon fils a chuchoté ensuite m'a glacé le sang. Papa, maman et grand-mère. L'appel de l'école de Liam est arrivé à 13h47 un mardi qui avait commencé comme n'importe quel autre jour ordinaire. Madame Patterson, son institutrice de première année, semblait paniquée au téléphone. Mon fils s'était effondré pendant la récréation. Les ambulanciers étaient déjà là, le chargeant dans une ambulance en direction de l'hôpital Saint-Michael. J'ai tout laissé à mon bureau et j'ai couru. La circulation me semblait une éternité de feux rouges et de véhicules lents. Mes mains tremblaient sur le volant tandis que des pensées terrifiantes défilaient dans mon esprit, imaginant ce qui aurait pu arriver. Liam semblait bien ce matin-là quand je l'avais déposé. Il avait souri et salué avant de courir vers ses amis sur la cour de récréation. Le parking de l'hôpital était chaotique. J'ai abandonné ma voiture à la première place que j'ai trouvée et j'ai sprinté vers l'entrée des urgences. Une infirmière à la réception m'a dirigé vers l'unité de soins intensifs pédiatriques au 3e étage. L'ascenseur a mis une éternité à arriver et j'ai envisagé de prendre les escaliers. Quand les portes se sont enfin ouvertes au 3e étage, je les ai vues immédiatement. Mon mari Kevin se tenait avec ses parents près de l'entrée de l'USI. Sa sœur Valérie était là aussi, les bras croisés sur la poitrine. Ils formaient un mur entre moi et les portes qui menaient à mon fils. Je me suis précipitée sans réfléchir. Le père de Kevin, Robert, s'est interposé directement sur mon chemin. Le sourire narquois sur son visage m'a arrêté net. Tu n'as pas le droit de le voir. Nous sommes sa vraie famille. Son épouse, Donna, s'est placée à ses côtés, son expression pleine de mépris. Tu ne mérites pas d'être près de lui. Kevin se tenait derrière ses parents sans dire un seul mot. Nos regards se sont croisés un instant avant qu'il ne détourne les yeux. Puis il a hoché la tête lentement, confirmant ce que ses parents venaient de déclarer. Ils ont raison. Reste à l'écart. Valérie a poussé mon épaule assez fort pour me faire trébucher en arrière. On n'a pas besoin de certaines mères. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, quelqu'un m'a attrapé les cheveux par derrière. La douleur a traversé mon cuir chevelu alors que ma tête était tirée en arrière. Une femme était apparue d'un endroit du couloir. Kevin l'appelait Gloria. Dégage avant qu'on ne t'y force. Le personnel de l'hôpital qui passait par là a à peine jeté un coup d'œil dans notre direction. Personne n'est intervenu ni n'a posé de questions. Je me sentais totalement impuissante, debout là, tandis que 5 personnes formaient une barricade entre moi et mon fils de 6 ans qui avait besoin de moi. Mon téléphone était toujours serré dans ma main depuis le trajet en voiture. Je l'ai sorti et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro du docteur Sarah Morrison. C'était l'administratrice de l'hôpital que j'avais rencontrée lors d'un événement de collecte de fonds 3 mois plus tôt. Nous avions parlé pendant près d'1 heure de la défense des droits des patients et de la défense des soins de santé. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. J'ai expliqué la situation rapidement, en gardant ma voix aussi calme que possible, malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Le docteur Morrison m'a demandé de rester en ligne pendant qu'elle passait un autre appel. La famille de Kevin m'a remarqué au téléphone. Robert s'est approché, la main levée comme s'il allait essayer de me l'arracher. « Qui appelles-tu ? Range ça. » Je lui ai tourné le dos et j'ai continué à parler au docteur Morrison.
Elle m'a dit que la sécurité était en chemin et qu'elle venait personnellement gérer la situation. L'appel a duré peut-être 5 minutes au total, mais cela m'a semblé des secondes. Quand j'ai raccroché, Donna a dit, « Tu penses qu'appeler quelqu'un va changer quoi que ce soit ? Kevin a tous les droits de prendre des décisions concernant les soins de Liam. » En fait, j'ai les mêmes droits, ai-je dit doucement. Et je suis toujours sa mère. Valérie a levé les yeux au ciel de façon dramatique. Une mère qui ne peut même pas prendre correctement soin de son propre enfant. Regarde où il a fini. L'accusation me frappa comme un coup physique. L'effondrement de Liam n'était pas ma faute, mais la culpabilité s'est quand même immiscée. Avais-je manqué quelque chose ce matin-là ? Un signe qu'il ne se sentait pas bien. Kevin a finalement reparlé, sa voix plate et sans émotion. Tu devrais partir avant que ça ne s'aggrave. Je ne pars nulle part sans voir mon fils. Robert s'est avancé comme s'il avait l'intention de me retirer physiquement du couloir. Avant qu'il ne puisse m'atteindre, 2 agents de sécurité sont apparus au coin. Le docteur Morrison marchait entre eux, son expression professionnelle. Y a-t-il un problème ici ? Elle a regardé directement la famille de Kevin, pas moi. Robert a redressé ses épaules et a pris ce que je reconnaissais comme sa voix de tribunal. C'était un avocat à la retraite qui aimait rappeler ce fait à tout le monde. C'est une affaire de famille. Mon petit-fils est dans un état critique, et nous limitons les visites pour son bien-être. Le docteur Morrison a sorti une tablette et a tapoté l'écran plusieurs fois. Selon nos dossiers, les 2 parents sont répertoriés comme tuteurs légaux avec une autorité égale en matière de décision médicale. Il n'y a aucune restriction empêchant l'un ou l'autre parent de visiter. Ça va changer, a interrompu Donna. Mon fils est le père du garçon. Il a le droit de déterminer qui voit Liam. Pas sans une ordonnance du tribunal, non, a dit le docteur Morrison, son ton ne laissant aucune place à la discussion. La politique de l'hôpital est claire. À moins qu'il n'y ait une documentation prouvant le contraire, les 2 parents ont un accès illimité. Kevin a bougé inconfortablement, mais n'a pas contredit sa mère. Valérie a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais le docteur Morrison a levé la main. La sécurité va vous escorter tous à la salle d'attente. La mère du patient sera autorisée à voir son fils immédiatement. Gloria avait encore des mèches de mes cheveux enroulées autour de ses doigts. L'un des agents de sécurité l'a remarqué et s'est approché d'elle. Madame, vous devez lâcher prise et reculer. Elle a relâché mes cheveux avec une dédicace dramatique. C'est ridicule. Kevin, dis-leur qui appartient à Liam. Kevin a regardé le sol au lieu de répondre. Les agents de sécurité se sont positionnés de chaque côté de sa famille et ont fait signe vers la salle d'attente au fond du couloir. Robert a commencé à argumenter, mais le garde le plus grand l'a coupé. Monsieur, vous pouvez soit marcher volontairement vers la salle d'attente, soit nous vous ferons sortir complètement des lieux. C'est votre choix. Le chemin vers la salle d'attente s'est transformé en spectacle. Donna hurlait à propos des droits des patients et de la discrimination familiale. Valérie a continué à essayer de me contourner jusqu'à ce qu'un garde la bloque physiquement. Robert a menacé de poursuivre tout le monde, de l'hôpital à l'entreprise de sécurité. Gloria ne cessait de marmonner à propos de belles filles ingrates qui ne connaissaient pas leur place. Kevin est parti avec eux en silence, refusant toujours de me regarder. Le docteur Morrison a posé doucement sa main sur mon bras une fois qu'ils furent partis. Prenez tout le temps dont vous avez besoin avec votre fils. Si quelqu'un vous donne du fil à retordre, appelez-moi directement. Elle m'a tendu une carte de visite avec son numéro de portable écrit au dos. Je l'ai remercié d'une voix qui fonctionnait à peine et je me suis dirigé vers les portes de l'USI qui avaient été bloquées quelques minutes plus tôt. Une infirmière m'a fait entrer après avoir vérifié ma pièce d'identité. Elle m'a guidé dans un couloir stérile bordé de chambres contenant des enfants malades et des familles inquiètes. Nous nous sommes arrêtés à la chambre 307. Par la fenêtre en verre, je pouvais voir Liam allongé dans un lit qui semblait bien trop grand pour son petit corps. Des tubes et des fils le reliaient à diverses machines. Une perfusion intraveineuse lui administrait des fluides dans le bras. Son visage semblait pâle sur les oreillers blancs et ses yeux étaient fermés.
L'infirmière a ouvert la porte doucement et m'a fait signe d'entrer. J'ai tiré une chaise près de son lit et j'ai pris sa petite main dans la mienne. Sa peau était chaude et j'ai regardé le mouvement régulier de sa poitrine. Les machines bipaient rythmiquement en arrière-plan. Des minutes se sont écoulées avant que ses yeux ne s'ouvrent. Il m'a vu et a immédiatement commencé à pleurer. Des larmes roulaient sur ses joues tandis que ses doigts serraient les miens. Mon chéri, je suis là, bébé. Je suis juste là. J'ai repoussé ses cheveux de son front et j'ai embrassé sa tempe doucement. Ses pleurs ont continué. Ses sanglots profonds qui secouaient son petit corps. J'ai tenu sa main et lui ai murmuré des mots rassurants tout en essayant de retenir mes propres larmes. Quelque chose dans sa façon de pleurer me semblait différent des larmes habituelles. Ce n'était pas seulement la peur ou la douleur d'être à l'hôpital. Quand les pleurs ont finalement cédé la place à de petits sanglots, il m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés. Sa voix est sortie comme un murmure à peine audible, si douce que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Papa et grand-mère, ne me donnent plus d'eau à l'école. Mon sang se figea. Que veux-tu dire, mon chéri? Liam renifla et s'essuya le visage de sa main libre. Papa a dit à grand-mère de préparer mon déjeuner tous les jours. Elle fait des sandwichs mais ne met jamais de bouteille d'eau. Papa a dit que boire trop d'eau rend les enfants faibles. La pièce sembla basculer sur le côté. J'ai agrippé le bord de son lit pour me stabiliser. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Depuis que grand-mère est venue vivre avec nous. Elle a emménagé dans la chambre d'amis après Thanksgiving. C'était il y a près de 5 mois. Kevin m'avait dit que sa mère venait pour les vacances et puis la visite ne s'était jamais terminée. Donna s'était immiscée dans tous les aspects de notre foyer et Kevin ne l'avait jamais remis en question. Et à l'école? Tu ne bois pas à la fontaine? Liam secoua lentement la tête. Grand-mère parle à mon institutrice tous les jours quand elle me dépose. Elle dit à Madame Patterson que j'ai des problèmes d'estomac et que je ne peux pas boire d'eau avant de rentrer à la maison. Madame Patterson me fait rester à mon bureau pendant les pauses eau. Mon esprit s'embrouillait en essayant de traiter ce qu'ils me disaient. Ils empêchaient systématiquement mon fils de 6 ans d'accéder à l'eau pendant toute la journée scolaire, et ce depuis des mois. Papa est au courant? Liam hocha la tête. Il dit à grand-mère, bon travail pour m'aider à être fort. Il dit, tu ruinerais tout si tu savais. Les machines continuaient leur bip régulier tandis que je restais figé sur cette chaise. Mon mari et sa mère avaient délibérément déshydraté notre fils. Ils avaient convaincu son institutrice d'appliquer des restrictions sur son apport en eau, et ils m'avaient tout caché. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, mon chéri? De nouvelles larmes coulèrent des yeux de Liam. Papa a dit que si je te le disais, grand-mère devrait partir, et alors personne ne prendrait soin de moi. Il a dit que tu es trop occupée par le travail pour être une bonne maman. La culpabilité que j'avais ressentie plus tôt se transforma en pure rage. Kevin avait manipulé psychologiquement notre enfant de 6 ans, lui faisant croire que demander des soins de base nuirait en quelque sorte à la famille, lui faisant penser que j'étais trop préoccupée pour remarquer ou m'en soucier. J'avais travaillé de plus longues heures dernièrement. Un grand projet à la société de marketing exigeait une attention supplémentaire. Kevin s'était porté volontaire pour s'occuper davantage de Liam, et j'avais été reconnaissante de l'aide. L'emménagement de sa mère avait semblé une bénédiction à l'époque. Une infirmière entra dans la chambre pour vérifier les signes vitaux de Liam. Elle nous sourit chaleureusement à tous les deux tout en ajustant la perfusion. Ses niveaux s'améliorent. Les fluides aident. Le médecin passera sous peu pour discuter de tout. Après son départ, je suis restée assise avec Liam en silence pendant plusieurs minutes. Ses mains sont restées jointes aux miennes et ses yeux ont commencé à se fermer tandis que l'épuisement le gagnait. J'ai attendu qu'il s'endorme avant de ressortir mon téléphone. Le premier appel a été pour mon avocate, Christine Walsh. Elle avait géré la planification de notre succession il y a 2 ans, et je lui faisais entièrement confiance. Son assistante m'a immédiatement transféré lorsque j'ai dit que c'était une urgence. J'ai tout expliqué à voix basse depuis le coin de la chambre de Liam. Christine a écouté sans m'interrompre, et je pouvais l'entendre taper des notes sur son ordinateur. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant.
Cela constitue de la maltraitance infantile, a-t-elle finalement dit. Un refus délibéré des nécessités de base. Le fait qu'ils aient impliqué l'école rend la situation encore pire. Avez-vous contacté les services de protection de l'enfance? Pas encore. Je viens de le découvrir. Ne les appelez pas vous-même. Laissez-moi gérer cela par les voies appropriées. Je vais également déposer une demande d'ordonnance de garde d'urgence. Compte tenu de ce que vous m'avez dit, je ne veux pas que Liam retourne à cette maison tant que nous n'avons pas réglé cela légalement. Mon estomac se tordait à l'idée de la bataille juridique à venir. Combien de temps cela prendra-t-il? Les ordonnances d'urgence peuvent être traitées rapidement, parfois en moins de 24 heures. Mais vous avez besoin de documentation. Liam a-t-il été vu par un médecin ici? Le médecin est censé passer bientôt. Bien. Assurez-vous que tout ce qu'il vous a dit soit inclus dans le rapport médical. L'implication de l'école est cruciale. Nous avons besoin de la déclaration de Madame Patterson concernant les instructions qu'elle a reçues de votre belle-mère. Nous avons discuté des prochaines étapes pendant plusieurs minutes. Christine a promis de commencer à déposer les documents immédiatement et a dit qu'elle me rappellerait dans l'heure. J'ai raccroché, me sentant légèrement moins impuissante que je ne l'avais été dans le couloir plus tôt. Le médecin est arrivé 20 minutes plus tard. Le docteur James Blackwell s'est présenté et a affiché le dossier de Liam sur l'ordinateur mural. Il a examiné les chiffres pendant que j'attendais anxieusement. Votre fils était gravement déshydraté à son arrivée, a expliqué le docteur Blackwell. Ses niveaux d'électrolytes étaient dangereusement déséquilibrés. Quelques heures de plus et nous aurions envisagé une possible atteinte rénale. Va-t-il s'en sortir? Avec des fluides et une surveillance continue. Oui, mais je dois poser quelques questions sur son apport en eau habituel à la maison. Je lui ai raconté tout ce que Liam avait révélé. L'expression du docteur Blackwell est devenue de plus en plus préoccupée au fur et à mesure que je parlais. Il a pris des notes détaillées sur l'ordinateur et sa mâchoire s'est serrée lorsque j'ai mentionné les restrictions scolaires. C'est une situation de signalement obligatoire, a-t-il dit avec précaution. Je suis tenu par la loi de contacter les services de protection de l'enfance lorsqu'il y a des preuves de négligence ou de maltraitance. Mon avocate s'en occupe déjà. Il a hoché la tête. Je devrais quand même déposer mon propre rapport. La documentation médicale sera importante pour toute procédure judiciaire. Le docteur Blackwell a passé quelques minutes de plus à examiner Liam, qui a remué légèrement, mais ne s'est pas réveillé. Avant de partir, le médecin m'a de nouveau assuré que Liam se rétablirait complètement physiquement. L'impact psychologique était une autre affaire. Mon téléphone a sonné juste au moment où le docteur Blackwell sortait. Christine rappelait déjà. J'ai déposé la requête de garde d'urgence. L'audience est prévue pour demain matin à 9 heures. Pouvez-vous être là? Oui. Et Liam? L'hôpital est l'endroit le plus sûr pour lui en ce moment. J'ai déjà parlé avec le docteur Morrison et expliqué la situation. Elle a accepté de le garder en observation pendant au moins 48 heures supplémentaires. Un soulagement m'a envahi. Que se passe-t-il à l'audience? Le juge examinera les preuves médicales et déterminera les arrangements de garde temporaire. Compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé, je suis convaincu que nous obtiendrons une ordonnance empêchant votre mari et sa famille d'avoir un contact non supervisé avec Liam. Kevin est toujours son père. Un père qui a participé à la déshydratation systématique de son propre enfant. Le tribunal ne prendra pas cela à la légère. Christine a fait une pause. Vous devez vous préparer. Cela va devenir laid. Elle n'avait pas tort. 1 heure après mon appel avec Christine, Kevin est apparu dans l'embrasure de la porte de la chambre de Liam. Ses parents et sa sœur n'étaient nulle part, vraisemblablement encore dans la salle d'attente sous surveillance de la sécurité. Il avait l'air horrible. Ses cheveux étaient ébouriffés et ses yeux étaient cernés de rouge. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Puis je me suis souvenu de ce qu'il avait fait à notre fils. Ils m'ont dit que je pouvais le voir pendant 5 minutes, a dit Kevin doucement. Visite supervisée seulement. Une assistante sociale de l'hôpital se tenait derrière lui dans le couloir, un presse-papier à la main.
Elle m'a fait un petit signe de tête, confirmant son histoire. Kevin a marché lentement de l'autre côté du lit de Liam. Il a regardé notre fils endormi sans le toucher. Va-t-il s'en sortir? Physiquement, oui. Et ce n'est pas grâce à toi. Il a tressailli mais n'a rien nié. Je peux expliquer. Expliquer comment tu as arrêté de donner de l'eau à notre fils de 6 ans. Expliquer comment tu as laissé ta mère le tourmenter à l'école. J'adorerais entendre cette explication. Les mains de Kevin se sont serrées en poing sur les côtés. Mon père nous a élevés, ma sœur et moi, de la même manière. Une consommation d'eau limitée renforce la discipline et la force. Cela apprend aux enfants à ne pas être dépendants d'un confort constant. La façon désinvolte dont il l'a dit m'a donné envie de crier. La philosophie parentale de ton père a failli tuer notre fils aujourd'hui. C'est dramatique. Les enfants sont plus résistants que tout le monde ne le pense. Liam s'est effondré de déshydratation, Kevin. Déshydratation sévère. Le médecin a dit que quelques heures de plus et ses reins auraient été endommagés. Comment cela construit-il la résilience? Il m'a finalement regardé au lieu de Liam. Tu es trop douce avec lui. Tu l'as toujours été. J'essayais de corriger ça avant. Il a grandi faible et dépendant comme sa mère. L'insulte m'a à peine touché. J'avais entendu pire de sa famille au fil des ans. Tu lui as dit que j'étais trop occupée pour m'occuper de lui. Tu as fait croire à notre enfant que demander de l'aide nuirait à la famille. Je lui ai dit la vérité. Tu privilégies ta carrière avant tout le reste. Quelqu'un devait lui apprendre l'autonomie. L'autonomie ne signifie pas nier les besoins humains fondamentaux. L'eau n'est pas un luxe ou une récompense. C'est nécessaire à la survie. Kevin a secoué la tête comme si j'étais celle qui était déraisonnable. C'est exactement pourquoi je ne t'ai pas impliqué. Je savais que tu réagirais de manière excessive et que tu saperais tout ce que nous essayons d'accomplir. L'assistante sociale est entrée dans la chambre. C'est l'heure, Monsieur Davis. Il a jeté un dernier coup d'œil à Liam avant de se diriger vers la porte. Avant de partir, il s'est retourné avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Du pur mépris. Tu vas le regretter. Ma famille ne perd jamais. La menace a plané dans l'air après son départ. Je me suis assise de nouveau à côté de Liam et j'ai repris sa main, laissant la chaleur de ses petits doigts me rassurer. Quoi qu'il arrive ensuite, je m'en occuperai. Protéger mon fils était la seule chose qui comptait. Liam a dormi pendant le dîner. Une infirmière m'a apporté un plateau de nourriture que j'ai à peine touché. L'hôpital s'est installé dans son rythme nocturne de lumière tamisée et de voix étouffées. J'ai tiré la chaise aussi près du lit de Liam que possible et j'ai essayé de me sentir suffisamment à l'aise pour dormir. Vers minuit, mon téléphone a vibré avec un message texte. Numéro inconnu. J'ai presque supprimé sans lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Le message venait de Valérie. Je n'avais aucune idée de la façon dont elle avait obtenu mon numéro personnel. Le texte contenait une seule phrase. Tu as ruiné cette famille. Nous n'oublierons pas, j'ai bloqué le numéro et j'ai essayé de chasser le message de mon esprit. Le sommeil est venu par courtes périodes, interrompu par les infirmières vérifiant Liam et le bruit de fond constant des machines de l'hôpital. Le matin est arrivé avec une pâle lumière du soleil filtrant à travers les stores des fenêtres. Liam s'est réveillé vers cette heure en demandant à manger. Son appétit était un bon signe selon l'infirmière de jour qui lui a apporté le petit déjeuner. Je l'ai aidé à manger de petites bouchées de flocons d'avoine et de fruits pendant que nous regardions des dessins animés sur la télévision murale. Christine m'a envoyé un message à 8h30 pour me rappeler l'audience. Le docteur Morrison avait arrangé qu'une défenseur des patients reste avec Liam pendant que j'étais au tribunal. Je lui ai expliqué que je devais partir un petit moment, mais que je serais bientôt de retour. Il a serré ma main fortement. Papa revient? Pas tout de suite, mon chéri. Mais tout va bien se passer. Le palais de justice n'était qu'à 15 minutes de l'hôpital. Je suis arrivé tôt et j'ai rencontré Christine dans le couloir à l'extérieur de la division des affaires familiales.
Elle avait apporté des copies du rapport du Dr Blackwell, ma déclaration et les conclusions préliminaires de l'enquête des services de protection de l'enfance. Ils ont travaillé vite, a expliqué Christine. Les services de protection de l'enfance ont interrogé Madame Patterson hier soir. Elle a tout confirmé concernant les restrictions d'eau. Elle a également admis qu'elle trouvait cela inhabituel, mais qu'elle n'avait pas remis en question car votre belle-mère semblait si autoritaire. Kevin est-il ici ? Lui et son avocate sont dans la salle d'attente. Ses parents ne sont pas autorisés à entrer dans le palais de justice pour cette audience. Nous sommes entrés dans la salle d'audience à exactement 9 heures. La juge Rebecca Torres présidait, une femme sévère d'une 50aine d'années connue pour prendre les affaires de protection de l'enfance au sérieux. Kevin était assis en face avec son avocate, un homme élégamment vêtu nommé Mitchell Price, qui avait la réputation d'utiliser des tactiques de défense agressives. L'audience a duré 90 minutes. Christine a présenté les preuves médicales méthodiquement, guidant la juge à travers la chronologie des événements et la gravité de l'état de Liam. Le docteur Blackwell avait fourni une déclaration sous serment détaillée expliquant les implications médicales d'une déshydratation prolongée chez les enfants. Mitchell Price a essayé de présenter la situation comme un malentendu. Il a fait valoir que Kevin avait suivi des philosophies parentales alternatives recommandées par la tradition familiale. Il a suggéré que je réagissais de manière excessive à un incident ponctuel et que j'essayais d'aliéner Liam de son père. La juge Torres a écouté les deux parties sans grande expression. Quand Mitchell a terminé ses arguments, elle a demandé directement à Kevin s'il comprenait que son fils avait été hospitalisé en raison d'une grave déshydratation. Kevin s'est levé et a répondu « Oui, votre honneur, mais je crois que c'était un incident isolé qui ne se reproduira pas. Reconnaissez-vous avoir demandé à votre mère de restreindre l'apport en eau de votre fils à l'école ?» Il a hésité avant de répondre « J'ai suivi des méthodes parentales qui ont fonctionné pour ma famille en grandissant. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous oui ou non demandé à votre mère d'empêcher votre fils de boire de l'eau pendant les heures d'école ? Je lui ai demandé de surveiller sa consommation et de limiter la consommation excessive. Oui. La juge Torres a pris une note sur ses papiers. Et avez-vous discuté de cette approche avec votre épouse avant de la mettre en œuvre ? Kevin a jeté un coup d'œil à son avocat avant de répondre « Non, votre honneur, je ne pensais pas que c'était nécessaire. » L'expression de la juge s'est durcie. Elle a posé plusieurs questions plus précises que Mitchell a continué à essayer de rediriger ou d'adoucir. Les réponses de Kevin ont clairement montré qu'il ne voyait rien de fondamentalement mauvais dans ce qui s'était passé. Il croyait sincèrement qu'il avait enseigné à Liam de précieuses leçons d'autodiscipline. Après que les deux parties eurent terminé de présenter leurs arguments, la juge Torres a pris une brève suspension pour examiner la documentation. 30 minutes plus tard, elle est revenue avec sa décision. Ce tribunal trouve des preuves suffisantes de négligence infantile pour justifier des mesures de protection immédiate. La garde principale temporaire de l'enfant mineur est accordée à la mère. Le père ne sera autorisé à des visites supervisées qu'avec la supervision d'un tiers approuvé par le tribunal. Les deux parents sont tenus de suivre des cours de coparentalité. Le père et sa famille élargie sont interdits d'avoir tout contact avec l'école de l'enfant ou les prestataires d'éducation. Une audience de garde complète sera programmée dans les 60 jours. Cette ordonnance est effective immédiatement. Le visage de Kevin est devenu pâle. Mitchell a commencé à objecter, mais la juge Torres l'a interrompu. Monsieur Price, votre client a systématiquement refusé à son fils de 6 ans l'accès à l'eau, a sollicité l'aide de membres de sa famille pour faire respecter ses restrictions à l'école. Et n'a montré aucun remords ni aucune compréhension de la gravité de ses actions. Ce tribunal ne risquera pas de causer davantage de préjudice à l'enfant tant qu'une évaluation de garde plus complète n'aura pas été effectuée. Elle a frappé son marteau et l'audience était terminée. Christine m'a serré l'épaule alors que nous nous levions pour partir. De l'autre côté de l'allée, Kevin était assis immobile tandis que son avocat rangeait des documents et lui chuchotait des choses à l'oreille. Dans le couloir, Christine a expliqué les prochaines étapes. Vous avez la garde complète pour l'instant. Kevin peut demander des visites supervisées par l'intermédiaire du tribunal, mais il devra d'abord suivre des cours de parentalité.
Sa famille n'a aucun droit légal, donc ils ne peuvent rien exiger. Et l'école ? L'ordonnance du tribunal leur interdit de contacter qui que ce soit à l'école de Liam. J'enverrai une copie à Madame Patterson et au directeur aujourd'hui. Si quelqu'un de la famille de Kevin se présente ou tente d'interférer, ils seront en outrage au tribunal. Le soulagement se mêlait à l'épuisement alors que tout s'assimilait. La bataille juridique n'était pas terminée, mais au moins Liam était en sécurité pour l'instant. J'ai remercié Christine et je suis retournée à l'hôpital. Liam était assis dans son lit, regardant plus de dessins animés à mon retour. La défenseure des patients, une femme aimable nommée Ruth, a rapporté qu'il avait déjeuné et semblait de meilleure humeur. Je l'ai remercié et j'ai repris ma place à côté de son lit. « As-tu parlé au juge ?» a demandé Liam. « Oui. Tu vas rester avec moi un petit moment. »« D'accord ? Juste toi et moi. » Son visage s'est éclairé immédiatement. « Et papa et grand-mère ? Ils ne seront pas là pour l'instant. Tu n'as pas à t'inquiéter pour eux. » Liam a traité cette information tranquillement. « C'est à cause de l'eau ? » « Oui, mon chéri. Ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Personne ne devrait te priver d'eau. » Il a hoché la tête lentement. « J'avais vraiment soif tout le temps. Parfois, j'avais mal à la tête en classe. » L'aveu m'a brisé le cœur. Comment n'avais-je pas remarqué ? La question me hantrait longtemps. Mais pour l'instant, Liam avait besoin de réconfort et de stabilité, pas de ma culpabilité. Le docteur Blackwell a libéré Liam de l'hôpital 2 jours plus tard avec des instructions strictes concernant l'hydratation et les rendez-vous de suivi. J'avais déjà appelé mon bureau pour demander un congé familial. Mon patron avait été compréhensif lorsque j'avais expliqué la situation en termes vagues. Rentrer à la maison me semblait étrange. La maison était imprégnée de trop de souvenirs de Kevin et de la présence de sa mère. J'ai commencé à faire des changements immédiatement, en commençant par la chambre de Liam. Nous avons réarrangé les meubles et choisi de nouvelles literies ensemble. De petits changements pour l'aider à sentir que c'était un nouveau départ. Les premières semaines ont été difficiles. Liam faisait des cauchemars et se réveillait en pleurant de soif. J'ai installé un petit réfrigérateur dans sa chambre, rempli de bouteilles d'eau et de jus. Il pouvait accéder aux boissons quand il le voulait, jour et nuit. Kevin a demandé un réexamen de l'ordonnance de garde. Son avocat a fait valoir que la juge Torres avait été trop sévère et que Kevin méritait une autre chance. La requête a été refusée. Kevin a été tenu de suivre des cours de parentalité et de subir une évaluation psychologique avant que même les visites supervisées ne puissent commencer. Sa famille a lancé un autre type d'attaque. Donna a commencé à publier des messages vagues sur les réseaux sociaux concernant les droits des grands-parents et l'aliénation parentale. Valérie a laissé des critiques cinglantes sur le site web de mon entreprise, affirmant que c'était une employée instable. Robert a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son cabinet d'avocats menaçant de poursuivre pour les droits de visite des grands-parents. Christine a géré chaque attaque avec une efficacité calme. Elle a tout documenté et l'a ajouté à notre dossier de garde. Le schéma de harcèlement a en fait renforcé notre position. La juge Torres avait déjà eu une opinion défavorable de la famille de Kevin, et leur comportement après l'audience n'a fait que confirmer ses préoccupations. Les menaces de Robert se sont transformées en actions en justice. Son cabinet d'avocats a déposé une requête pour les droits des grands-parents, affirmant que leur refuser l'accès à Liam causait un préjudice émotionnel à leur petit-fils. L'ironie aurait été risible si elle n'avait pas été si exaspérante. C'étaient les mêmes personnes qui avaient orchestré sa déshydratation. L'audience de leur requête a eu lieu un après-midi de juin étouffant. Robert et Donna sont arrivés impeccablement vêtus, jouant le rôle de grands-parents soucieux à la perfection. Robert s'est présenté comme un éminent avocat à la retraite luttant pour l'unité familiale. Donna s'est tamponné les yeux avec un mouchoir, jouant la douleur de son petit enfant volé. Leur avocate, une femme nommée Sandra, m'a dépeinte comme vindicative et aliénante. Elle a fait valoir que Liam avait besoin de sa famille élargie, que les enfants bénéficiaient des relations avec leurs grands-parents, et que j'utilisais l'ordonnance de garde comme une arme pour punir toute la famille de Kevin pour une seule erreur. Christine a détruit leur dossier systématiquement.
Elle a versé les publications de Donna sur les réseaux sociaux comme preuve, soulignant la diatribe et les accusations. Elle a présenté les dossiers scolaires montrant comment Donna avait manipulé Madame Patterson pour restreindre l'accès à l'eau de Liam. Elle a inclus l'agression de Gloria contre moi dans le couloir de l'hôpital, avec des séquences de sécurité. Le plus accablant a été le témoignage du docteur Blackwell. Il est apparu par vidéoconférence et a expliqué en détail clinique à quel point Liam avait failli subir des lésions rénales permanentes. Il a décrit le traumatisme psychologique d'une privation systématique. Il a déclaré sans équivoque qu'exposer Liam aux personnes qui avaient orchestré cet abus serait préjudiciable à son rétablissement. La juge Torres a rejeté leur requête quelques minutes après les plaidoiries finales. Elle a déclaré pour le dossier que les droits des grands-parents existent pour maintenir des relations bénéfiques, et non pour forcer le contact avec des individus ayant démontré un comportement nuisible. Le visage de Robert est devenu violet de rage, et les larmes de Donna sont devenues réelles à mesure que la décision s'enfonçait. Ils ont quitté le palais de justice en faisant des commentaires bruyants sur la corruption judiciaire et les tribunaux familiaux favorisant les mères. Sandra semblait embarrassée par le comportement de ses clients. Christine et moi avons attendu qu'ils soient partis avant de célébrer tranquillement la victoire sur le parking. Cela devrait être la fin, a dit Christine. Ils n'ont plus d'autre voie légale. Tout contact supplémentaire serait du harcèlement. 3 mois après l'hospitalisation de Liam, les services de protection de l'enfance ont achevé leur enquête complète. Le rapport détaillait non seulement les restrictions d'eau, mais aussi d'autres schémas préoccupants. Donna avait isolé Liam de ma famille, disant à mes parents qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Kevin avait pris des décisions médicales sans me consulter, y compris l'annulation d'un rendez-vous chez le dentiste que j'avais programmé. L'enquête a recommandé que la garde de Kevin reste supervisée indéfiniment. Ils ont également suggéré une thérapie familiale pour Liam afin de traiter l'impact psychologique de ce qui s'était passé. Kevin a finalement terminé ses cours de parentalité au 4e mois. Sa première visite supervisée avec Liam a été programmée dans un lieu neutre avec un superviseur désigné par le tribunal. J'ai préparé Liam du mieux que j'ai pu, lui expliquant qu'il verrait son père, mais que je serais à proximité s'il avait besoin de moi. Le centre communautaire où avaient lieu les visites avait une salle de jeux joyeuse décorée de couleurs vives et de jouets. J'ai accompagné Liam à l'intérieur en lui tenant la main, qui me semblait plus petite que jamais. La superviseure, une femme d'âge moyen nommée Carole, nous a accueillis chaleureusement et nous a expliqué comment tout fonctionnerait. Kevin est arrivé 15 minutes en retard. Il est entré en portant un sac d'un magasin de jouets, essayant clairement d'acheter son affection. La poigne de Liam sur ma main s'est resserrée lorsqu'il a vu son père. Je me suis agenouillée à sa hauteur et lui ai rappelé qu'il était en sécurité, que Carole serait juste là tout le temps. Regarder à travers la fenêtre d'observation était une torture. Kevin a déballé les jouets avec un enthousiasme forcé tandis que Liam était assis raidement sur une chaise. Le langage corporel de mon fils criait son malaise. Il a accepté les cadeaux poliment, mais les a à peine touchés. Toutes les quelques minutes, il jetait un coup d'œil vers la porte où j'attendais. Carole a essayé de faciliter la conversation entre eux. Elle a suggéré qu'ils construisent quelque chose ensemble avec des blocs, jouent à un jeu de société ou colorient dans les cahiers d'activités étalés sur la table. Kevin a continué à pousser la coûteuse voiture télécommandée qu'il avait apportée, insistant sur le fait que Liam l'adorerait une fois qu'il l'aurait essayé. 40 minutes après le début de la visite, j'ai entendu la voix de Kevin monter. Il ne criait pas exactement, mais son ton était devenu sec. À travers la fenêtre, je pouvais le voir réprimander Liam pour son ingratitude. Carole est intervenue immédiatement, redirigeant la conversation, mais le mal était fait. Le visage de Liam s'était complètement fermé. La visite a duré 2 heures selon l'horaire. Selon le rapport de la superviseure, Kevin a passé la majeure partie du temps à essayer de convaincre Liam que tout avait été monté en épingle. Il a continué à insister sur le fait que la situation à l'hôpital était exagérée, que les médecins avaient réagi de manière excessive à des techniques parentales normales. Il ne s'est jamais excusé ni n'a reconnu ses torts. Carole a noté dans son rapport que Kevin montrait un manque inquiétant de perspicacité concernant les besoins émotionnels de l'enfant et un déni persistant de responsabilité pour l'incident qui avait conduit à l'hospitalisation.
Elle a recommandé une thérapie supplémentaire avant d'augmenter la fréquence des visites. Liam est revenu vers moi silencieux et replié sur lui-même. Il serrait machinalement la voiture télécommandée alors que nous marchions vers le parking. Une fois que nous étions installés dans nos sièges, il s'est tourné vers moi, des larmes coulant sur son visage. « Papa pense toujours qu'il n'a rien fait de mal ?» La question m'a transpercée. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que parfois les parents échouent envers leurs enfants? Que parfois les gens refusent d'admettre leurs erreurs même face à des preuves accablantes. Ton père a du mal à comprendre comment ses choix t'ont blessé, ai-je dit avec précaution. Mais cela ne veut pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Ça ne l'était pas. Liam a hoché la tête et s'est essuyé les yeux. On peut rentrer à la maison maintenant? Je ne veux pas de la voiture. On peut la donner? Nous avons donné le jouet à une association caritative pour enfants cet après-midi-là. Liam a insisté pour être celui qui le remettrait à l'employé du centre de dons. Se débarrasser de ce cadeau coûteux semblait lui enlever un poids des épaules. La visite suivante était prévue 2 semaines plus tard. Kevin a annulé le matin même, invoquant une urgence au travail. Carole a appelé pour m'informer, son ton suggérant qu'elle n'était pas surprise. Le schéma s'est répété au cours des mois suivants. Kevin se présentait pour une visite, puis annulait les 2 suivantes. Parfois, il arrivait en retard et partait tôt. Son engagement à reconstruire la relation avec son fils était clairement minimal, au mieux. Après cette première visite, Liam a demandé s'il devait revoir son père. Son thérapeute a suggéré de lui laisser plus de temps avant d'insister pour des visites supplémentaires. Le tribunal a accepté et le calendrier de visite de Kevin a été reporté en attendant une évaluation plus approfondie. L'été est arrivé et a apporté des changements que je n'avais pas anticipés. Mes parents, qui avaient été tenus à distance pendant la résidence de Donna, sont redevenus des éléments réguliers de nos vies. Ils emmenaient Liam au parc, aidaient à la garde d'enfants quand je retournais au travail, et lui offraient le genre de présence stable et aimante dont il avait désespérément besoin. Les résultats de l'évaluation psychologique de Kevin sont revenus en juillet. L'évaluateur a noté une rigidité préoccupante dans sa pensée, une difficulté à accepter la responsabilité et une incapacité à reconnaître comment ses actions avaient nui à Liam. La recommandation était de poursuivre les visites supervisées uniquement avec l'exigence d'une thérapie continue. L'audience finale de garde a eu lieu en août, près de 8 mois après l'effondrement de Liam. La juge Torres a examiné toutes les preuves accumulées depuis l'ordonnance d'urgence. L'avocat de Kevin a présenté des arguments passionnés sur les droits des pères et les deuxièmes chances. Christine a contre-attaqué avec des preuves documentées de l'échec continu de Kevin à reconnaître le mal qu'il avait causé. La juge Torres a statué de manière décisive. J'ai obtenu la garde légale et physique exclusive. Kevin s'est vu accorder des visites supervisées 2 fois par mois avec la possibilité de réévaluation après avoir terminé sa thérapie et démontré une compréhension sincère d'une parentalité appropriée. Sa famille élargie a été interdite de tout contact avec Liam sans mon autorisation écrite explicite. Kevin a semblé vaincu lorsque la décision est tombée. Ses parents n'étaient pas dans la salle d'audience, mais j'ai imaginé qu'ils seraient furieux en l'apprenant. Une partie de moi était triste pour le mariage qui s'était effondré si complètement, mais surtout je ressentais un soulagement que Liam soit protégé. La vie s'est installée dans une nouvelle normalité au cours des mois suivants. Liam a prospéré grâce à des soins et des limites cohérents. Ses cauchemars sont devenus moins fréquents. Il s'est fait des amis à l'école sans l'ombre de l'interférence de sa grand-mère. Le réfrigérateur dans sa chambre est resté rempli, bien qu'il ait de moins en moins besoin de cette assurance. Ces séances de thérapie ont révélé des couches de manipulation que je n'avais pas entièrement comprises. La docteure Patricia Wong, sa pédopsychologue, a expliqué que Kevin et Donna avaient employé des techniques similaires à celles utilisées dans les situations de contrôle coercitif. La restriction d'eau n'était que le symptôme le plus visible d'un schéma plus large. Ils avaient appris à Liam que ses besoins étaient un fardeau, qu'exprimer l'inconfort était une faiblesse, que remettre en question l'autorité entraînerait l'abandon. Ces messages avaient été renforcés quotidiennement par de petites interactions que j'avais manquées en me concentrant sur le travail. La docteure Wong a travaillé avec Liam en utilisant la thérapie par le jeu et l'art pour l'aider à tout traiter.
Elle a créé un espace sûr où il pouvait exprimer ses sentiments sans jugement. Lentement, il a commencé à parler de moments qu'il avait confus ou effrayés. Des moments où Donna le félicitait de ne pas se plaindre malgré la soif. Des moments où Kevin le critiquait de vouloir du réconfort lorsqu'il était contrarié. Votre fils est remarquablement résilient, m'a dit la docteure Wong lors d'une de nos séances de consultation parentale. Mais il aura besoin d'un soutien continu. L'impact de ce type de manipulation psychologique ne disparaît pas du jour au lendemain. Je me suis inscrite à une thérapie aussi. La culpabilité de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt me rongeait constamment. Mon thérapeute, le docteur Michael Reeves, m'a aidé à comprendre que Kevin et sa mère avaient été délibérément trompeurs. Ils avaient attendu d'avoir suffisamment de contrôle sur la routine quotidienne de Liam pour mettre en œuvre leur méthode sans ma connaissance. Les abuseurs sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leur comportement, a expliqué le docteur Reeves. Ils créent des situations où ils ont un accès non supervisé et utilisent ce temps pour établir des schémas que l'autre parent ne voit pas. Vous n'étiez pas négligente. Vous avez été trompée par des personnes auxquelles vous auriez dû pouvoir faire confiance. Les réunions de travail auxquelles j'avais assisté, les nuits tardives au bureau à finir des projets, le voyage d'affaires à Atlanta qui avait duré 4 jours. Kevin avait encouragé tout cela. Il avait insisté sur le fait qu'il avait tout sous contrôle à la maison. Il m'avait fait sentir comme une bonne mère de lui faire confiance avec des responsabilités accrues. Comprendre la manipulation a aidé à réduire la culpabilité, mais ne l'a pas éliminée entièrement. Certaines nuits, je restais éveillée à rejouer des conversations, cherchant des signes que j'avais manqués. La discrétion croissante de Liam au cours de ces mois. La façon dont il avait cessé de demander des collations après l'école, comment il était devenu plus réservé avec la famille de Kevin. Les signes étaient là. Je n'avais juste pas su ce qu'ils signifiaient. Kevin a assisté sporadiquement à ses visites supervisées. Parfois il se présentait, et parfois il annulait à la dernière minute. Liam a cessé de demander quand serait la prochaine visite. La relation entre père et fils avait été endommagée d'une manière qui pourrait ne jamais guérir complètement. Donna a fait une dernière tentative pour me contacter directement, se présentant à mon bureau sans préavis. La sécurité l'a escortée dehors avant qu'elle ne puisse faire une scène. Christine a envoyé une lettre de mise en demeure et nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. 1 an après tout ce qui s'était passé, l'institutrice de Liam a demandé une conférence avec les parents. Je m'attendais à des problèmes, mais Madame Patterson voulait me dire à quel point Liam avait progressé. Il excellait académiquement et socialement. Le garçon retiré et silencieux qui s'était effondré de déshydratation avait disparu. À sa place se trouvait un enfant confiant qui savait qu'il était en sécurité et aimé. Le voyage n'était pas terminé. Les arrangements de garde pourraient devoir être ajustés à mesure que Liam grandirait. Kevin pourrait potentiellement demander une modification des visites s'il démontrait un réel changement, mais pour l'instant, nous avions trouvé stabilité et paix. Pour l'anniversaire de ce terrible jour à l'hôpital, j'ai emmené Liam à son restaurant préféré. Nous avons commandé trop de nourriture et ri de blagues stupides. Il était en bonne santé et heureux, exactement comme un enfant de 7 ans devrait l'être. Ce soir-là, alors que je le bordais, il a dit quelque chose qui a rendu tout cela valable. Maman, merci de m'avoir sauvé. J'ai embrassé son front et lui ai promis qu'il serait toujours en sécurité. Parce que c'est ce que font les vraies mères. Elles protègent leurs enfants, quoi qu'il en coûte.